Bonjour à tous, et aujourd'hui est un grand jour, aujourd'hui est un jour joyeux. Parce que pour faire la critique des Anneaux de Pouvoir, je vais devoir vous parler de Tolkien. Et s'il y a une chose que j'aime bien faire, c'est parler de Tolkien. Donc cette critique va se dérouler en deux parties. Avant de critiquer les Anneaux de Pouvoir, qui est le sujet principal, je vais avant tout faire une critique au carré, ou plutôt une métacritique, c'est-à-dire que je vais critiquer les critiques que les Anneaux de Pouvoir reçoivent régulièrement. Donc libre à vous de critiquer mes critiques des Anneaux de Pouvoir dans les commentaires, mais ça risque d'être un peu confus. Lorsqu'on critique les Anneaux de Pouvoir, il va y avoir surtout trois courants de pensée qui vont arriver. Le premier, c'est une critique politique anti-wokisme, c'est-à-dire cette idéologie corrompt les œuvres originales de Tolkien. Deuxième qu'on va pouvoir voir, c'est aussi une critique politique mais anticapitaliste. C'est-à-dire, Amazon a adapté les Anneaux de Pouvoir pour leur profit, du coup, ça corrompt les œuvres de Tolkien. Et je vais faire une petite parenthèse ici, je n'aime pas du tout Amazon Prime et ses pubs. D'un côté, si je devais me laisser guider par ça, je dirais que le plus gros défaut des Anneaux de Pouvoir est d'être diffusé sur Amazon Prime. Mais je trouve qu'il est important de séparer l'œuvre réalisée par des artistes et le grand capital. Et enfin, la troisième manière de critiquer les Anneaux de Pouvoir, qui est celui que je vais privilégier, c'est le fait de se centraliser sur les œuvres de Tolkien et de mettre ça au centre de notre raisonnement. Et quelque chose qui m'étonne souvent, c'est d'entendre des confrères fans de Tolkien s'inquiéter de voir une adaptation des Anneaux de Pouvoir arriver. Parce que pour ma part, je trouve ça étonnant de craindre que les œuvres de Tolkien soient affectées par une adaptation qui présente certes des défauts. Vous voyez, en tant que fan de fantasy, en tant même d'écrivain de fantasy, les œuvres de Tolkien, elles sont plutôt immortelles. Quand j'ai commencé à écrire, ce que je voulais faire, c'était du Tolkien. Une chronologie de 1000 ans, des calendriers, des nouvelles langues. Et ça a été un désastre. Non pas parce que j'allais perdre mes lecteurs, mais parce que je perdais l'écrivain. C'était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop vaste pour gérer. Donc ne vous inquiétez pas, les œuvres de Tolkien sont à l'abri, elles sont immortelles. Pour moi, les Anneaux de Pouvoir, ça va être juste un mince fleuve qui se jette dans l'océan qu'est l'univers de Tolkien. Mais on va se mettre d'accord sur quelque chose, les Anneaux de Pouvoir n'ont pas été réalisés pour les fans de Tolkien. Pour ma part, je considère qu'elle a 30% de Tolkien et 70% de fanfiction. Et encore une fois, j'ai déjà dit dans cette chaîne, la fanfiction, ce n'est pas un gros mot. Et parmi toutes les critiques qui vont arriver dans les Anneaux de Pouvoir, il y a une critique qui revient pour absolument toutes les œuvres qui sont des adaptations, donc c'est pas uniquement pour les Anneaux de Pouvoir, qui est une critique qui me fatigue, que je n'aime pas du tout. Cette fameuse critique, c'est « de toute façon, c'est nul, ils ne suivent pas les livres, 3 petits points ». Alors les 3 petits points est très important parce que ça montre quand même la toute-puissance de cette phrase. Et pour moi, le problème des personnes qui utilisent cette phrase, c'est qu'ils ont une carence dans la compréhension d'un des domaines suivants, que ce soit le processus de création d'un livre, le processus de création d'une œuvre cinématographique, ou l'art cinématographique en général, ou l'art littéraire en général. Et les Anneaux de Pouvoir représentent à la perfection pourquoi cette fameuse phrase « ils ne suivent pas les livres donc c'est mauvais » est une phrase qu'il ne faut pas trop utiliser. Et donc pour répondre à la question « est-ce que les Anneaux de Pouvoir sont une bonne adaptation » ou « est-ce que c'est normal que les Anneaux de Pouvoir aient autant de contenu qui soit de la fanfiction ?» Pour répondre à ça, il faut se concentrer sur les œuvres de Tolkien. Et pour illustrer ça, on va parler de la télévision. Lorsque vous êtes devant votre boîte à images, vous arrivez à voir la différence entre un match de foot, le JT de 20h, une émission de télé-réalité ou un film. Vous regardez bien la télévision, mais le contenu n'est pas le même. Dans la lecture, c'est pareil. Si vous lisez un livre, le journal ou le dos de la boîte de céréales, vous réalisez que vous lisez des lettres sur du papier ou du carton, mais que la valeur ou l'expérience n'est pas la même. Maintenant, pour être plus spécifique, quand vous regardez une série ou un film, vous réalisez que même s'il y a énormément de points communs, ce n'est pas la même chose. Et bien, dans les œuvres de Tolkien, c'est un peu pareil. Dans l'univers qu'a créé Tolkien, ces arts se divisent vraiment en deux. Il y a d'un côté tout ce qui est les romans, donc c'est le Seigneur des Anneaux et les Hobbits, qui vont suivre des personnages qui vont faire une épopée, mais une grande partie des autres œuvres de Tolkien, le Silmarillion et les Contes inachevés, c'est plus de la mythologie en fait. C'est quelque chose qui va beaucoup plus suivre un format de livre d'histoire, où on se concentre sur des événements majeurs, des événements historiques ou même une vaste chronologie. Adapter les Anneaux de Pouvoir en série, adapter le Deuxième Âge en série, c'est adapter une chronologie ou adapter une mythologie. Et donc on ne va pas pouvoir vraiment donner le même exemple que lorsque tu adaptes un roman, parce que tu n'as pas de personnage. Il existe des interactions dans le Silmarillion ou d'autres œuvres de Tolkien, mais ce n'est pas la même chose qu'une épopée où tu suis ton personnage et l'aventure se déroule sur 13 mois. Juste l'histoire des Anneaux de Pouvoir se déroule sur 2000 ans. Donc tout condensé dans une seule histoire, condenser 2000 ans d'histoire du Deuxième Âge dans une histoire du Seigneur des Anneaux, c'est pas quelque chose de déconnant. Parce que si on réfléchit à d'autres adaptations qui adaptent des mythologies, on va se retourner vers Viking, qui est une série qui a été développée par Michael Hirst entre 2013 et 2020. Quand on va réfléchir, l'adaptation des Anneaux de Pouvoir ressemble beaucoup à celle de Viking. Dans Viking,
Ragnar apparaît à la fin du 8e siècle. Rollo, son frère dans la série, est bien un duc de Normandie, mais qui naîtra des siècles plus tard. Floki découvrira bien l'Islande, mais pareil, pas à la même époque. Et le personnage de Bjorn sera beaucoup plus central à la série que ce qu'il est dans la mythologie nordique, parce que c'est un favori de la série pour la plupart des fans. Mais la manière dont Viking a adapté la mythologie nordique, c'est exactement la même manière dont on va adapter les Anneaux de pouvoir, finalement, qui est une chronologie ou une mythologie de fantasy. Et c'est assez ironique de voir qu'on est beaucoup plus virulent et beaucoup plus exigeant avec une mythologie fictive qu'avec une mythologie qui s'inspire pour la plupart de faits historiques réels. Donc la fanfiction est un peu obligatoire pour adapter le deuxième âge de l'univers de Tolkien. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les choix de la série ont été pertinents. Donc pour revenir sur cette phrase qui est « ça s'éloigne des livres, donc c'est pas terrible », lorsque ton livre c'est quelque chose qui est de la mythologie ou qui est une chronologie, c'est normal que tu dois prendre des libertés parce que t'as pas de scénario en fait. Et que le roman, la série et les films, ça suit quand même une structure un peu similaire. La chronologie et la mythologie, pas du tout. Et c'est pour ça que pour critiquer les Anneaux de pouvoir, je préfère me positionner comme un historien qui va s'appuyer sur ses livres pour critiquer, plutôt que de sortir le bâton pour taper sur la série. Et donc on va rentrer maintenant dans la critique des Anneaux de pouvoir, et on va commencer par un des problèmes que j'ai avec la série, c'est une saison 1 malhonnête. Et là vous vous dites, tu nous as un peu rabâché les oreilles avec ton ton d'enseignant pompeux qui va utiliser le livre plutôt que le bâton, et tu commences directement par un énorme uppercut à la série en disant que la saison 1 sert à rien. Alors je dis pas qu'elle sert à rien, je dis qu'elle est malhonnête, c'est pas pareil. Alors déjà, les Anneaux de pouvoir n'esquivent pas les mêmes reproches que j'ai à faire sur toutes les séries de fantasy, qu'elles sont trop longues. Il faut faire des contenus plus condensés, mais plus courts. Et le problème de cette première série, finalement, Amazon veut faire 5 saisons, et donc, si tu fais un parallèle avec Peter Jackson, et les films de Peter Jackson, là, à la fin de la saison 1, c'est comme si ta communauté, elle sortait de son combe. Donc, t'as pas grand-chose à te mettre sous la dent. Et vu que ce n'est pas acceptable de faire une série sans fil rouge, t'es obligé d'en trouver un. Et alors là, on a une idée qui s'inspire directement de Dora l'exploratrice, mais où est-ce qu'il peut bien être Sauron? Encore une fois, l'idée ne me dérange pas, ce que par contre je trouve très malhonnête, c'est comment tu utilises tes candidats. Donc premier suspect, Arda. Bon, Arda il dirige les orques et sa première phrase c'est « Je ne suis pas un dieu, du moins pas encore », qui est quand même la phrase qui va définir les aspirations de Sauron. Donc tout le monde peut penser à juste titre que c'est lui Sauron. Deuxième candidat possible, l'étranger. Donc l'étranger, tout le monde pense que c'est Gandalf, mais le problème c'est que si tu as lu les livres, tu sais que Gandalf n'est pas là dans le deuxième âge, donc tu te dis, ça doit pas être Gandalf. Donc tu es un peu pénalisé d'avoir lu les livres. Le problème que j'ai là-dessus, encore une fois, je suis le premier à dire, on peut prendre de la liberté, on peut jouer avec la chronologie, mais le fait que tu veuilles rajouter Gandalf pour faire plaisir aux gens, c'est une bonne chose, mais fais pas du suspense autour. Qui ça peut bien être? Gandalf. Ah ouais, mais il devrait pas être là. Surprise. Donc ça, encore une fois, pas très honnête. Troisième suspect, Halbrand, qui était pour moi le principal suspect, sauf que il a rencontré Galadriel au milieu de l'océan par le plus grand des hasards. Et là, il faut que je fasse une intervention sur quelque chose qui est très cliché dans la fantasy, mais qui est de temps en temps nécessaire. C'est l'utilisation du divin ou du destin, enfin d'une puissance divine, pour permettre de rassembler les héros. Pourquoi? Parce que dans ton histoire de fantasy, souvent tu aimes bien avoir le chevalier le plus honorable, le voleur le plus intrépide, ou le magicien avec le plus grand potentiel qui se rencontre par le plus grand des hasards dans l'auberge de Poitou-Charentes. Bon, les probabilités que ça arrive sont quand même très minces, donc tu expliques toujours qu'il y a la présence du divin, du destin qui a rassemblé les héros ensemble. Et c'est exactement ce qui pourrait être crédible dans Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Étant donné que l'héritier perdu des Terres du Sud rencontre Galadriel au milieu de l'océan, guidé par un esprit divin qui est Ilúvatar dans le monde du Seigneur des Anneaux, c'est plausible. Par contre, ce qui n'est pas plausible, c'est qu'Ilúvatar ait fait en sorte que Galadriel et Sauron se retrouvent, sachant que Sauron est quand même un énorme traître qui a quand même comploté avec Melkor pendant une guerre totale avec les Valar. Le problème de la première saison, c'est que de toute façon, ils n'avaient pas de fil rouge, ils n'avaient pas de grande bataille à faire. C'était une saison qui avait pour but seulement de faire de l'exposition. Et ils ont absolument tout misé sur une révélation choc. Le problème, encore une fois, c'est que tous les candidats était un peu malhonnête, c'est ce qui m'a un peu déçu. Le deuxième point, ça va être Galadriel, le personnage de Galadriel qui est le personnage principal des Anneaux de pouvoir. Alors je n'ai aucun problème avec le personnage joué par Madame Clark, ni par sa prestation. Le seul problème que j'ai avec ce personnage, c'est son prénom. Et encore une fois, tout comme le fait d'intégrer Gandalf au récit, je comprends de mettre Galadriel en héroïne principale. Néanmoins, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, comme Celebrian, et on verra dans les prochaines reproches que ça n'aurait pas été un mauvais plan finalement. Alors quel est le problème que j'ai avec le fait que ce personnage s'appelle Galadriel?
Alors, de base, c'est que Galadriel, dans l'univers de Tolkien, pour moi, c'est une elfe qui pèse encore plus. Quand elle apparaît, tout le monde s'émerveille en disant la grande commandante de l'armée du Nord, c'est bien, c'est stylé, mais Galadriel, elle est censée peser encore plus dans l'univers de Tolkien. C'est une elfe qui est plus prestigieuse que Celebrimbor et que même Gil-galad. Et un autre problème que j'ai avec Galadriel, c'est son comportement, ou le personnage qui nous est décrit. Bien qu'elle va changer rapidement de comportement, en fait, on lui donne une personnalité qui est proche de celle de Fëanor. Fëanor, c'est le grand-père de Celebrimbor, c'est un des elfes les plus importants de l'histoire de Tolkien, c'est un elfe qui a une part très sombre, très ténébreuse, et c'est ce qu'on peut retrouver avec Galadriel au début de la saison 1. Là où je trouve ça dommage, c'est que parmi les écrits de Tolkien, qui a eu plusieurs versions de Galadriel, il y avait une version quand même que j'aimais beaucoup, c'était la version où Galadriel était l'opposé de Fëanor. Alors pour ceux qui ne voient pas trop qui est Fëanor, si vous avez joué aux jeux vidéo qui sont l'ombre du Mordor ou l'ombre de la guerre, Fëanor, il a le comportement de Celebrimbor dans ces jeux-là. Et petite parenthèse en parlant de ces jeux-là et de fanfiction, dans l'ombre du Mordor, ils font des fanfictions extrêmement drôles. Déjà, c'est du fanservice. C'est un jeu vidéo où tu joues un rôdeur qui est en fait Aragorn bis, qui va fusionner avec justement Celebrimbor, qui est un Fëanor bis, et tu vas combattre absolument tout. Les gens aiment un Balrog, ils vont mettre un Balrog. Et sur les Nazgûl, freestyle total. Vous connaissez Helm, c'est un Nazgûl. Vous connaissez Isildur, c'est un Nazgûl. Vous connaissez l'Empire asiatique qui a régné dans les terres du milieu? Quoi? Eh ben, les filles jumelles de l'empereur, c'est des Nazgûl. Moi je vous dis, les fanfictions c'est drôle, les fanfictions c'est drôle. Le troisième point qui va me gêner un peu dans les Anneaux de pouvoir, ça va concerner les orques. Donc je vous ramène déjà tout de suite sur une vidéo de Mestre Thibaut qui fait toujours des super vidéos sur le lore du Seigneur des Anneaux, mais qui en a fait une particulièrement captivante sur les orques du Seigneur des Anneaux et de Tolkien, et la difficulté que Tolkien a eue à vraiment créer ces orques. Et donc le problème que j'ai avec les orques dans les Anneaux de pouvoir, c'est le fait de vouloir les humaniser. Et c'est quelque chose qui est très commun dans les séries et films contemporains. Que ce soit à cause de Game of Thrones ou par exemple de Thanos, on a envie que le spectateur puisse s'identifier à l'antagoniste. Et c'est exactement ce qu'on fait avec les orques. Pour ma part, je suis pas vraiment fan de cette idée-là. Il faut savoir que les orques ont toujours été un sujet assez délicat dans l'univers de Tolkien. Ça représente énormément le problème que tu peux avoir quand tu as des problèmes de cohérence. Et pour les orques, le problème qu'a Tolkien, c'est qu'il a eu des pistes pour créer les orques qui va inspirer Peter Jackson, c'est-à-dire un peuple maléfique qui est cultivé. C'est ce qu'on peut voir dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Néanmoins, dans l'univers de Tolkien, il avait une exigence que toute être ne pouvait être créée que par Ilúvatar. Par conséquent, les orques ne peuvent pas être cultivés, ne peuvent pas être créés comme c'est montré dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, mais ils doivent être corrompus. Et là, va se proposer un autre problème, c'est que, initialement, les orques sont apparus comme des elfes corrompus. Sauf que, autre problématique, Tolkien ne veut pas que les orques aient les spécificités physiques et existentielles des elfes. Il voulait que les orques aient des spécificités plus proches des humains, mais ça ne collait pas avec leur apparition dans la lore de Tolkien. Donc c'est pour ça que les orques, comme vous pouvez le voir, c'est un peu compliqué à se repérer. Et une chose que j'apprécie bien dans les Anneaux de pouvoir, c'est que je trouve qu'ils font toujours honneur, où ils font des références aux œuvres de Peter Jackson. Et c'est pour ça que je trouve ça très étonnant d'aller dans l'autre sens pour les orques, parce que même si Peter Jackson a pris la liberté de montrer des orques ou des Uruk-hai que tu cultivais, le fait d'aller à contre-courant de ça, ça va juste créer finalement de la confusion chez les spectateurs. Les orques ont pour but d'être de base un peuple déshumanisé. Pourquoi c'est important? Parce que ça t'évite de remettre en cause les valeurs morales de tes héros, quand par exemple ils font un concours de kills sur le gouffre de Helm, comme s'ils faisaient une partie de Call of Duty. Je trouve ça étrange et confusant de vouloir réhumaniser des créatures qu'on a normalement déshumanisées. Et encore une fois, ce sont évidemment que des opinions subjectives. Alors le quatrième point, c'est celui de la romance. Alors Tolkien, c'est pas quelqu'un qui a écrit énormément de romances dans ses œuvres. Pour moi, à part l'histoire de Luthien et Beren, qui est vraiment l'histoire romantique majeure des œuvres de Tolkien, Aragorn et Arwen étant vraiment un parallèle de cet amour-là, pour le reste, dans le Seigneur des Anneaux ou même dans le Hobbit, c'est une histoire qui est vraiment centrée autour des thématiques plus de la fraternité. Donc on n'a pas beaucoup de romances à se mettre sous la dent. Du coup, on est quand même en 2025, on est quand même obligé de faire des œuvres où on a besoin de faire de la romance, faire des bisous à tout bout de champ. Par contre, prendre au hasard un personnage féminin, un personnage masculin et dire bon, on va aller faire une petite romance, ça peut être gênant quand Elrond et Galadriel vont être liés. Parce que là, je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'Arwen. Si on te raconte que ton père a roulé un palot à ta grand-mère maternelle, mais qu'une fois que Galadriel l'ait rejeté, Elrond a attendu patiemment que Galadriel tombe enceinte et un enfant attend que l'enfant soit majeur pour la séduire, se marier et faire Elladan, Elrohir et Arwen. Moi, je trouve ça flippant. Je trouve ça pas du tout romantique. En fait, ça me fait flipper, honnêtement. Si vous mettez dans le référentiel d'Arwen, le fait que Elrond soit à fond sur Galadriel, c'est un peu malaisant.
Et pour moi, les Anneaux de pouvoir sont pas les seuls à un peu avoir foiré des romances. La romance Killy-Toriel est vraiment un point que je trouve assez douloureux dans le Hobbit. Alors il faut savoir que c'est aussi peut-être de mon côté, parce qu'en tant que spectateur, mais surtout en tant qu'écrivain, pour moi la romance, je trouve ça quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qui va influencer tes personnages, mais je n'apprécie pas du tout quand la romance définit totalement ton personnage. Par exemple, ton personnage il va être défini par sa personnalité, par son passé et par ses ambitions. Et tout ce qui va être les relations sociales et les relations amoureuses, c'est ce qui va venir l'impacter dans le déroulement de ton histoire. Quand on regarde le personnage de Toriel, quand il réfléchit, on parle quand même d'une elfe qui a vécu 600 ans dans son peuple, qui doit avoir des amis, qui doit avoir de la famille, qui a un prince, qui a un roi, et au moment où Killy apparaît, elle oublie tout ça pour devenir juste la fille amoureuse. Donc de manière superficielle, c'est romantique, mais quand on se plonge un peu dans l'univers, c'est un peu flippant. Et maintenant, je vais revenir comme dernier point sur ce que je trouve très positif et ce qui fait que j'aime beaucoup la série. Et les deux éléments que j'apprécie énormément dans la série, c'est la manipulation de Sauron, la manière dont ils ont géré Sauron et la manière dont ils manipulent les gens. Et d'une autre part, j'apprécie aussi tout le travail de nous montrer la corruption de Numénor. Pour comprendre ça, contre toute attente, c'est quelque chose, encore une fois, d'énormément subjectif. Il faut savoir que ça fait 25 ans que je lis Tolkien. J'ai commencé à 8 ans, donc vous imaginez un gamin de 8 ans dyslexique qui lit Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, il pige pas grand chose. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque j'ai lu pour la première fois Les Deux Tours, j'ai vu ce chapitre qui se nommait Le Gouffre de Helm et je me suis dit, il doit pas se passer grand chose de passionnant dans ce gouffre. Du coup, j'ai zappé le chapitre. Quoi qu'il en soit, ça fait des années que je lis Tolkien. Et même si je suis un grand fan et que j'adore tout ce qu'il a créé, j'ai quand même 4 résistances qui s'imposent. Les résistances, c'est-à-dire des choses sur lesquelles j'ai des difficultés en tant que lecteur à m'imaginer, à me projeter, à concevoir. La première, je vous en ai déjà parlé, c'est la chronologie qui est extrêmement vaste. La deuxième, on en a parlé aussi, c'est les orques. Deux autres, pour moi, qui ont été plus quelque chose sur des éléments majeurs de l'histoire de Tolkien, c'est la corruption et la déchéance de Numénor, et d'un autre côté, la capacité de Sauron à berner les elfes pour créer les anneaux de pouvoir. Et je trouve que cette série, à travers le travail artistique et la performance des acteurs et les idées soulevées, encore une fois, ce sont des idées de fanfiction, la personne qui a proposé ces idées pour Numénor ou pour Sauron n'a absolument pas de légitimité plus que vous ou moi à interpréter ça, mais ça me permet de me remettre en question. Ça me permet d'avoir une autre vision sur ces éléments clés qui ont toujours créé de la résistance chez moi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pertinent une adaptation. Oui, tout n'est pas parfait, mais je trouve que dans les Anneaux de pouvoir, il y a assez de contenu pertinent, il y a assez de connaissances et de respect des œuvres de Tolkien, il y a aussi beaucoup de clins d'œil aux œuvres de Peter Jackson. Je trouve que globalement, l'adaptation n'est pas si mal. Après, je vous l'accorde, en tant que fan de fantasy, en tant que fan de Tolkien, on n'en a pas vraiment besoin pour notre part, même si je trouve ça extrêmement riche de pouvoir m'interroger, de pouvoir avoir une autre vision sur des éléments dans lesquels je suis fixé et piégé entre ma relation que j'ai avec les livres de Tolkien. Maintenant, entre fans de Tolkien, c'est quelque chose qu'il faut accepter, cette série n'est pas faite pour nous. Nous, on a les livres. Je ne pense qu'il ne faut pas non plus s'acharner davantage sur la série. Le savoir qui se cache derrière le scénario des Anneaux de pouvoir est hyper accessible. Et une autre chose, en fait, que je veux dire, c'est que moi qui parle de fantasy au quotidien, parce que quand on dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» j'écris de la fantasy, je parle à des gens qui ne sont pas fans de fantasy, qui regardent les Anneaux de pouvoir, qui aiment bien les Anneaux de pouvoir, ça ne veut pas dire qu'ils vont lire Tolkien pour autant. Et même si je conçois qu'elle n'est pas faite pour les fans, il y a quand même une phrase qui me perturbe, avec laquelle je ne peux pas être du tout d'accord. C'est un fan de Seigneur des Anneaux qui dit « Je préfère que Tolkien ne soit pas adapté, qu'il soit adapté de cette manière. » Et ça, malheureusement, je ne pourrais jamais être d'accord. Même si la série a plein de défauts, même si la série prend beaucoup de liberté, je trouve cette phrase problématique. Peut-être c'est parce que moi, ma priorité, c'est de partager la fantaisie avec les gens, mais comme je l'ai dit, les Anneaux de pouvoir, c'est qu'un mince fleuve qui se jette dans l'immensité de l'océan qu'est l'univers de Tolkien. Et ce que peut faire ce fleuve, par contre, même si ça ne chamboule en rien Tolkien, c'est amener quelques personnes qui voudraient voyager à travers ce fleuve pour découvrir Tolkien. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Je pense que chacun d'entre nous qui adorons Tolkien ne souhaitons qu'une chose, c'est voir d'autres personnes s'épanouir dans ces lectures-là. Et je pense aujourd'hui qu'un des plus grands freins pour être fan de Tolkien, c'est pas forcément la qualité d'adaptation des Anneaux de pouvoir, mais plutôt le comportement un peu toxique et possessif des fans de Tolkien. Et donc, vu que je viens de finir ma critique des Anneaux de pouvoir, c'est maintenant que vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I'll
fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want.